Le château de Marcabes se dresse sur un promontoire qui domine toute la région jusqu'à la Méditerranée. C'est là que les chevaliers de l'Hospital bâtirent l'une de leurs plus importantes forteresses. Elle s'étendait sur 5 hectares. Du château d'autrefois, aujourd'hui très ruiné, ne reste pour l'essentiel que des casernements et des salles de garde. Nous voici dans le donjon dont les murs faisaient 5 mètres d'épaisseur, tout comme ceux de cette double galerie. Dans la cour centrale, la façade gothique de la salle des chevaliers. La Méditerranée n'est qu'à 2 kilomètres. Sur la droite, le château a conservé sa chapelle. Marcabes avait résisté à Saladin, puis à Baybars. C'est seulement en 1285 que le sultan Kalaoun trouva le point faible du château. Il fit miner cette tour, la tour de l'Éperon, et devant les dégâts, les chevaliers, comprenant que toute résistance serait inutile, se rendirent. Cette fois, la machine à remonter le temps a fait un gigantesque bond en arrière. Nous sommes au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, à Ougarit. C'est une équipe française qui a découvert en 1929 ce site dont l'origine remonte au néolithique. Cette salle du trône, ce bassin, date de la période néo-hittite de la ville, il y a 4000 ans. Il est difficile pour le non-initié de se rendre compte de l'incroyable importance qu'eut la découverte d'Ougarit pour les archéologues. Depuis des millénaires, le site est comme un millefeuille de civilisations qui se sont superposées. C'est dans les musées, au Louvre, à Damas, à Alep, que sont exposées les tablettes d'écriture cunéiforme découvertes à Ougarit, l'ancêtre de notre alphabet. C'est en découvrant la signification de cet alphabet de seulement 30 signes que l'on a pu lire les tablettes d'argile gravées à la pointe du roseau et connaître l'histoire d'Ougarit il y a 4000 ans. Ainsi, c'est grâce à des tablettes de ce type que les archéologues ont attribué à la famille d'un certain Rapanou ce caveau funéraire. Les niches dans les murs servaient à placer les offrandes faites aux défunts. Il faudra encore des décennies de fouilles avant que les archéologues ne mettent à jour tous les secrets d'Ougarit. Nous voici de retour sous les croisades, sans doute le plus beau site, celui du château de Saône. Sur 3 de ses côtés, le château était protégé par son site naturel, mais à l'est, il restait vulnérable. Alors sans hésiter, les croisés creusèrent un fossé de 30 mètres. Le plus extraordinaire, c'est encore ce pilier monolithique qui soutenait le pont-levis. Et en cas d'attaque de ce côté, il suffisait de détruire la partie maçonnée du pilier
pour rendre le fossé infranchissable. C'est à l'est, en surplomb du fossé, qu'étaient construites les principales défenses. Sur la gauche, le donjon, son rez-de-chaussée servait de remise. On y voit encore quelques boulets de pierre. Au sommet du donjon, un chemin de ronde permettait de surveiller toute la région. Les ruines de la citadelle byzantine construite avant les croisés dominent le château. Les chevaux étaient logés près du donjon dans une immense écurie. La mosquée, reconnaissable à son minaret carré, a été construite dès la défaite des croisés. Toutes les eaux d'écoulement étaient recueillies dans cette citerne de 3000 m3 pour alimenter les hommes et les chevaux. Il ne fallut que 3 jours à Saladin pour prendre le château. Alors qu'il faisait diversion devant le fossé, une petite troupe, montée par la partie basse, mal défendue, s'en était fait des croisés. Depuis un décret de 1957, le château de Saône s'appelle officiellement Château de Saladin. Nous quittons le Moyen-Âge pour revenir à la période romaine sur le site majestueux d'Apamée. De la porte nord, la grande colonnade d'Apamée s'étend sur près de 2 km. Dès le début de notre ère, Apamée était une ville très importante. Son district comptait 500 000 habitants. Les monuments visibles aujourd'hui datent du IIe siècle, car la ville fut entièrement dévastée par un tremblement de terre en 115. Au fil des siècles, Apamée eut à subir plusieurs tremblements de terre, et la ville, progressivement, fut abandonnée. C'est à partir de 1928 que les archéologues commencèrent le lent travail de relevage des colonnes. À cet endroit, le fronton d'un temple est resté comme suspendu. En observant attentivement, on découvre parfois des détails inattendus, comme ces symboles phalliques sous un chapiteau, ou ce petit personnage féminin en haut d'une colonne. Au pied de ce bas-relief, 2 chèvres qui grappillent dans un arbre. Apamée est un répertoire du savoir-faire des tailleurs de pierre de l'Antiquité. On voit des colonnes bulbeuses ou encore des colonnes à cannelure torsadée. Nous voici à l'extrémité de la colonnade, sans doute l'une des plus belles du monde antique. Au pied de la citadelle d'Apamée, cet ancien caravansérail du XVIe siècle abrite quelques-uns des vestiges trouvés sur le site antique. Un sarcophage de la période chrétienne.
De la superbe collection de mosaïques, vous ne verrez que des pièces secondaires, la caméra étant interdite dans le musée, mais je n'ai pas pu résister à la vision de ce lion poursuivant une gazelle. Au centre de la cour, la mosquée du Caravansérail. Il avait été construit par les Ottomans pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque. Et avant de partir, une dernière mosaïque du pur XXe siècle. Un nouveau bond gigantesque dans le passé, nous sommes dans le palais royal d'Ebla, 2500 ans avant Jésus-Christ. Les parties blanches sont un enduit de paille et de chaux qui protège les briques d'origine. C'est en 1964 que des archéologues italiens ont mis à jour le site d'Ebla. Un de leurs équipiers locaux nous a permis de mieux comprendre le site, peu lisible pour le non-initié. 2400, c'est un sondier brûlé. Peter Sarko, de roi d'Aka, 2250 avant Jésus-Christ, un brûlé, un palais royal d'Ibla, la première période, ici, à sud-ouest de l'acropole, ici. C'est là-bas en bois, un cèdre du Liban. Du Liban. Les autres, vers la cuisine, l'origine là-bas. Comme ça, là. Alors là, on a clairement. Regardez le gars. Ici, c'est la cuisine là-bas de l'effet, un origine là-bas. Donc les femmes étaient toujours assises sur ces petits morceaux de basalte. Là, c'était. Donc là, il y avait des sortes. Et on dit que les dieux et la déesse Astar a accepté ce qui a été offert à elle. Nous laissons notre guide dans le temple d'Ishtar. Au cours des fouilles, cet homme eut le privilège de découvrir la bibliothèque royale. Elle contenait des milliers de tablettes gravées qui livrent petit à petit l'histoire d'Ebla il y a 5000 ans. Onzième jour du voyage, nous voici à Alep. La deuxième ville de Syrie est sillonnée par les taxis. Au cœur de la ville, la citadelle. C'est un fils de Saladin qui, au début du XIIIe siècle, lui donna son aspect actuel. La superbe rampe d'accès était d'abord conçue comme un moyen de défense très efficace. Pour entrer dans la citadelle, il fallait d'abord prendre ce bastion avancé, protégé par un pont-levis. L'assaillant se trouvait ensuite au bas de la pente, face aux défenses de la tour. Aux assaillants qui auraient atteint la tour, il restait encore à franchir la porte des serpents. Au-delà les attendait encore un long couloir zigzagant entre portes renforcées, meurtrières et archères. Malgré ces défenses, la citadelle fut prise par les Mongols, puis plus tard par les Mamelouks. Et c'est au sultan mamelouk que l'on doit la construction de cette salle du trône au sommet de la tour de défense. Nous redescendons de la tour pour visiter l'intérieur de la citadelle. Je croyais la citadelle en partie habitée, mais il s'agit en fait d'un musée et d'un vaste chantier archéologique.
passant cette porte, on entrait dans les bains, à l'époque ayoubide, au XIIIe siècle. Le vestibule était couvert, il servait à la fois à l'accueil et au repos. On passait ensuite dans les vestiaires, puis les salles chaudes, jusqu'au bain de vapeur final. La ruelle qui traverse la citadelle conduit à la grande mosquée, construite elle aussi à l'époque ayoubide. Au centre de la cour poussent des pins d'Alep du nom de la ville. Sur le toit de la mosquée, Ayam Bellouni, notre guide en Syrie. De la mosquée, on découvre un beau panorama sur la citadelle et en contrebas, toute la ville d'Alep. Quelques ruelles ont conservé des balcons caractéristiques de l'architecture d'Alep à la fin du XIXe siècle. Les souks sont le cœur de la ville. À Alep, ils s'étendent sur 10 km d'allées. Certaines boutiques sont si petites qu'une corde est suspendue pour permettre au vendeur de passer par-dessus son comptoir. Ici, le vendeur est cerné par des mûres de savon d'Alep, confectionnés à base d'huile d'olive et d'essence de laurier. Bien sûr, pas de véhicule dans les allées, et c'est à dos d'âne qu'on réapprovisionne les boutiques. Derrière leur désordre apparent, les souks sont très organisés. Les vendeurs de tissus, de livres ou de produits précieux, les orfèvres occupent les places privilégiées près de la grande mosquée. Ce portail était l'entrée du Bimaristan Argoun, un hôpital psychiatrique du XIVe siècle. Au centre de la cour, un bassin, dans le bâtiment plusieurs fontaines, car l'eau était considérée comme apaisante pour les malades. Ces planches de bois au sommet des colonnes servaient à amortir les vibrations en cas de tremblement de terre. Les malades les plus dangereux étaient enchaînés dans le noir dans de simples réduits. À mesure de leur guérison, ils accédaient à des cellules plus grandes et plus lumineuses. Cet hôpital psychiatrique fonctionnait encore au début du XXe siècle. Le Khan Al-Wazir est le caravansérail le mieux conservé d'Alep. 2 lions ornent la façade du porche, construit en 1682. Selon la légende, les fenêtres latérales seraient l'œuvre d'artisans différents. Le chrétien aurait représenté la croix, le musulman aurait symbolisé le minaret. Une image fugace du musée aux riches collections que l'on ne filme pas. Retour à l'hôtel, le Beit Wakil est installé au cœur du quartier arménien, dans une demeure du XVIe siècle. Le restaurant occupe la cour qui séparait 2 bâtiments du palais. Les chambres sont disposées autour d'un patio tranquille qui fait oublier qu'on est en plein centre d'Alep. Ce matin, nous partons à la découverte du massif calcaire
la région à l'ouest d'Alep que traversait cette belle voie romaine. À une vingtaine de kilomètres de la frontière turque, le village druze de Kalblozé possède la plus ancienne basilique de Syrie. Elle a été construite au milieu du 5e siècle et la finesse de ses moulures, qui courent tout au long de la façade, témoigne du soin apporté à sa construction. Mais pour les spécialistes, Kalblozé apporta surtout un grand nombre d'innovations en architecture. Elles seront reprises dans tous les grands sanctuaires ultérieurs. Ainsi de ces piliers massifs qui remplaçaient les habituelles colonnes de la nef, ou encore ces consoles qui supportaient la toiture, tout en renforçant la structure de l'édifice. Dans la vallée de l'Afrine, nous avons tout d'abord rencontré un lion. Rien à voir avec une tartarinade, mais ce beau lion garde l'accès au temple d'Aïn Dara. Nous sommes 850 ans avant Jésus-Christ et les Néo-Hittites ont bâti ce temple en l'honneur de la déesse Ishtar. Les lions entourent le sanctuaire. Leurs têtes sont martelées, mais ils ont gardé leur belle crinière. Le sphinx est l'autre animal attribué à Ishtar, tout à la fois déesse de la guerre et de l'amour. Sur les marches du temple, 2 gigantesques empreintes de pieds sont gravées. Un peu plus loin, revient le pied gauche, puis au-delà, le pied droit. On se perd en hypothèse sur la signification de ces pas de géants. Le temple d'Ishtar n'est qu'une partie d'un site qui s'étend sur plus de 20 hectares. Les fouilles dureront encore des dizaines d'années. En descendant du tel, je suis allé à la rencontre des bergers qui menaient leurs troupeaux. You Abdallah? Hein? You Abdallah? Abdallah. And Youssef. Ok. Shukran. Saint-Siméon est le monument religieux le plus important du 5e siècle. Cette maquette en restitue le plan. Siméon était un moine si épris d'ascèse qu'il décida un jour de s'installer au sommet d'une colonne pour y passer le reste de sa vie. Intrigués par son comportement, des visiteurs vinrent consulter Siméon, qui du haut de sa plateforme prit l'habitude d'accorder des audiences. Mais les pèlerins se faisant de plus en plus nombreux, Siméon fit hausser sa plateforme jusqu'à une hauteur de 18 mètres. À la mort de Siméon, on fit construire cette basilique à l'emplacement de la colonne sur laquelle l'ermite était resté perché pendant 36 ans. Pendant 5 siècles, les pèlerins vinrent en foule pour rendre hommage à Siméon le Stylite. Le pèlerinage déclina à la fin de la période byzantine, au Xe siècle. En quittant la basilique, Hayam nous fait découvrir le fruit d'un arbre. Vous le reconnaissez ? Là, ah oui, si tu regardes à l'intérieur, ça se sépare. La pellicule. Ah oui, d'accord. Ça se sépare et ça c'est le fruit à l'intérieur. Oui, ça a un goût d'un pistache. Ça sent quand même le... Mais qu'est-ce qu'il fait encore? À quelques kilomètres de Saint-Siméon
Réfadé est un exemple de ces villes mortes du plateau calcaire, abandonnées depuis le VIe siècle. Ça et là, il reste des vestiges de l'époque où ces villes étaient importantes, avant que les invasions, les épidémies et la sécheresse ne poussent les habitants à les abandonner. Malgré les apparences, nous ne sommes pas au bord de la Méditerranée, mais sur les rives du lac Assad, au nord de la Syrie. Le lac a été formé par la construction en 1975 d'un barrage sur l'Euphrate. Autrefois, le château de Kalahat Jaber dominait l'Euphrate. Il ne reste que quelques ruines de briques du château du Moyen-Âge musulman qui pendant 40 ans avait été occupé par les Francs. Le curieux minaret penché fait ressembler Kalahat Jaber à une usine en cours de démolition. À l'est du lac Assad, Ressafé est l'ancienne Sergiopolis, construite par les Romains au IIIe siècle. Une fois dans l'enceinte, c'est une vision étrange, comme une ville bombardée dont n'émergeraient que quelques ruines éparses. Au sol affleurent les gigantesques citernes, dont la plus grande pouvait contenir 15 000 mètres cubes d'eau. Les monuments encore visibles datent de la période byzantine. Ils étaient faits de gypse, comme cette église reconnaissable à son abside. À Mahaloula, nous avions visité l'église dédiée à Serge et Bacchus. C'est ici, à Ressafé, que ces deux officiers romains, chrétiens, avaient été martyrisés pour avoir refusé de rendre un rite à Jupiter. Très vite, la tombe de Serge devint un lieu de pèlerinage. 2 siècles et demi plus tard, c'est l'empereur byzantin Justinien qui fit construire cette basilique dédiée à Serge, qui renomma la ville Sergiopolis. La ville fut prise par les Perses, puis les Arabes. Elle subit un tremblement de terre et les invasions mongoles, mais c'est finalement le sultan Beybars qui acheva de la ruiner en déportant toute la population au XIIIe siècle. La route vers l'est traverse des étendues désertiques jusqu'au site de Doura Europos. Doura Europos est un site immense qui s'étend sur 75 hectares et qui pourtant n'a été redécouvert que par hasard par des soldats anglais en 1920. Les vestiges encore visibles datent de la période romaine. Mais les archéologues qui fouillent en permanence le site ont découvert que la ville avait été créée par les Grecs, puis occupée pendant 3 siècles par les Parthes. C'est une mission franco-syrienne qui, depuis 1986, restaure les édifices encore debout
et poursuit ses recherches pour préciser l'histoire de la cité. Le bâtiment blanc est la reconstitution d'une maison romaine construite selon les méthodes et avec les matériaux de l'Antiquité. La décoration des murs reproduit des fresques de la synagogue de Doura Oropos que nous avons vues, entièrement préservées au musée de Damas. Cette maison romaine, qui présente aux visiteurs l'histoire du site depuis sa fondation, a été inaugurée 3 jours après notre passage. La construction du palais du stratège remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la période la plus ancienne de la ville, tout comme la citadelle, construite en surplomb de l'Euphrate. La ville semblait bien défendue, mais en 256, les Perses triomphent des Romains, déportent toute la population, et Doura Oropos entre dans l'oubli. Nous voici au point le plus oriental du voyage, à 30 km de la frontière irakienne. Le site de Mari est la plus ancienne mission française en Syrie. Pour le non-initié, Mari est difficile à comprendre. Le site a connu plusieurs périodes d'occupation qui se sont superposées entre 2600 et 1700 avant Jésus-Christ. Les plus beaux objets mis à jour à Mari sont exposés au Louvre, ainsi qu'à Damas et Alep, où nous les avons découverts. La ville était alimentée en eau par un réseau de canalisation puisant dans l'Euphrate. Impossible d'imaginer aujourd'hui à quoi ressemblait cet espace. C'était pourtant la salle du trône, dont cette dalle marquait l'emplacement. Un toit a été dressé pour protéger de l'érosion les murs de l'enceinte sacrée du IIIe millénaire. Leur hauteur impressionnante vient en fait des reconstructions successives qui se superposaient en suivant toujours le même plan. C'est par la cour du Palmier, qui en son centre abritait un arbre de métaux précieux, que nous quittons Mari. Isolée au cœur de la steppe, Palmyre est la plus célèbre oasis d'Orient. Avec ses palmiers et ses fontaines, Palmyre apparaissait comme un mirage au milieu du désert pour les caravanes chargées d'encens, de soie, de brocart et d'épices. Palmyre, ce fut aussi la cité de la reine Zénobie, qui défiait l'empereur romain Aurélien au IIIe siècle, après avoir conquis l'Égypte et l'Asie mineure. Ce bâtiment était l'entrée du temple de Bel, le monument le plus important de Palmyre, dont une maquette est conservée au musée archéologique de la ville. L'enceinte du temple s'inscrivait dans un carré de 200 mètres, fermé par des hauts murs et entouré d'une colonnade sur les 4 côtés. Au centre, le temple consacré en l'an 32 au dieu des dieux palmyréniens, Bel. Pour les Grecs, c'était Zeus, pour les Romains, Jupiter.
Dans la niche au fond du temple étaient représentés les grands dieux palmyréniens. Bel était entouré d'Aglibol, dieu de la lune, et Malakbel, dieu du soleil. Sur ce bas-relief, on retrouve le dieu de la lune, Aglibol. À l'est, le temple a gardé une partie de son beau péristyle. De cet angle, on peut imaginer la perspective qui s'ouvrait sur deux côtés du portique. Comme souvent, les colonnes furent réutilisées dans les constructions ultérieures. Un arc monumental signalait l'entrée de la grande colonnade, l'axe principal de la ville. Sur plus d'1 kilomètre, chaque colonne supportait une console qui soutenait une statue en bronze d'un personnage que Palmyre voulait honorer. Le théâtre a été superbement restauré par les antiquités syriennes. On y donnait parfois des combats de gladiateurs. Au centre, la porte royale, entourée des portes des hôtes. La partie supérieure des gradins n'a jamais été construite, le théâtre est resté inachevé. L'agora était le centre de la vie publique et de l'activité économique. Tous ceux qui transitaient par Palmyre étaient soumis à un droit de douane, 2 dinars pour un chameau vide, 12 quand il était chargé, 20 dinars pour un esclave, 7 dinars pour une jarre de vin. Un temple funéraire ferme la colonnade, surplombé par le château arabe. Du camp de Dioclétien, l'ancien palais de Zénobie, la vue s'étend sur le site jusqu'à la Palmeraie. Un peu à l'écart de la ville s'ouvre la vallée des tombeaux. Les Palmyréniens se faisaient inhumer en famille. L'hypogée des 3 frères est un tombeau souterrain qui abritait 400 sépultures. Un simple aperçu de l'intérieur, où la caméra n'est pas admise. Au-dessus des portraits des défunts, la fresque illustre l'histoire d'Achille. Le tombeau-tour était l'autre forme de sépulture familiale. Dans les différents niveaux de la tour des labels, on a retrouvé 300 défunts. Le rez-de-chaussée était réservé aux membres les plus importants de la famille. Au plafond, le portrait des 4 frères qui firent construire le tombeau. Veillant au-dessus de la porte, ce personnage était sans doute un membre éminent de la famille, auquel on rendait ainsi hommage. Dans les étages, d'autres caveaux funéraires, dans lesquels les cercueils des défunts étaient superposés. Le sommet de la tour était réservé aux tombeaux des esclaves de la famille. Au loin, le château arabe que nous rejoignons d'un pas de géant.
Pour rejoindre Damas, ce sera une traversée du désert de 200 km avec une étape au Bagdad Café. La tente traditionnelle devant l'habitation symbolise l'hospitalité bédouine que nous avons ressentie tout au long du voyage. Il ne nous restait plus qu'à ne pas confondre la route chaotique de Bagdad avec le chemin de Damas.